Bonjour chers African Lovers, c'est une joie immensement partagée de vous retrouver ici pour aborder avec vous des sujets brûlants d'actualité et de géopolitique qui impactent notre continent. Il y a quelques mois, j'avais fait une erreur qui a déclenché une tempête. Une vidéo sur un rapprochement entre le Rwanda et le Burkina Faso et soudain des centaines de commentaires enragés, des menaces, des accusations. Pourquoi ? Parce que j'avais effleuré une vérité explosive, une vérité qui se cache dans l'ombre des Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs. Mais que se passe-t-il vraiment en République démocratique du Congo? Pourquoi la tension monte-t-elle entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une région où la terre tremble, où les frontières saignent et où des millions de vies sont prises en otage. Bienvenue en République démocratique du Congo, là où le chaos cache un secret vieux de 150 ans. Ici, le sol regorge de richesses qui alimentent nos smartphones, nos voitures, nos vies modernes. Mais pour le Congo, ces minerais sont une malédiction qui attire des vautours, des rebelles, des puissances étrangères. Pour comprendre ce cauchemar, il faut revenir à l'homme qui a transformé le Congo en enfer, Léopold II. Un roi qui a volé un pays et manipulé un peuple et planté les graines d'une guerre sans fin. Au Rwanda voisin et au Burundi, il a divisé pour mieux régner. Hutu contre Tutsi, Rwandais contre Congolais. Des divisions si profondes qu'elles brûlent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle armée fantôme terrorise le Congo, le M23. Qui sont-ils? Des rebelles ou des pantins? Le Rwanda nie, le Congo accuse, mais la vérité est enterrée sous des montagnes de mensonges que je m'efforce ou encore que je vais m'efforcer de révéler. Ce qui se passe dans l'est du Congo ne concerne pas seulement le Congo ou le Rwanda, mais nous concerne tous. Vous voulez savoir comment? Regardez dans vos poches, vos smartphones, vos tablettes. Voilà comment cela nous concerne. Alors êtes-vous prêts? Accrochez-vous, car ce voyage promet d'être intense, instructif et peut-être même bouleversant. Tout commence très loin derrière, avec la colonisation belge. Le roi Léopold II envahit le Congo, qu'il va considérer comme sa propriété personnelle, exploitant les richesses de ce territoire au détriment de son peuple, mutilant et privant d'espoir des milliers de Congolais. Et comme si cela n'était pas nécessaire, même à l'indépendance du Congo en 1960, la Belgique a alimenté les divisions ethniques, donnant le pouvoir à une élite qu'elle pourrait contrôler et dirigeant ainsi le pays par procuration. On connaît la suite. Assassinat de Patrice Lumumba. À l'est de ce grand pays se trouvent deux petits royaumes, pour autant très influents dans la région, le Rwanda et le Burundi, dirigés par une aristocratie très puissante, les Tutsis. Lorsque les Belges arrivent dans la région, ils trouvent des royaumes déjà divisés, dominés par l'aristocratie Tutsi sur les fermiers Hutus. Devant cette division, les Belges voient une opportunité qu'ils peuvent utiliser. Les Tutsis sont physiquement élancés, plus affinés et plus nobles à vue d'œil. C'est assez suffisant, assez pour les Belges en tout cas, pour déclarer que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus, introduisant ainsi le poison mortel de la division et du racisme pour maintenir leur domination. Ils continuaient à influencer les deux royaumes par l'intermédiaire des Tutsis, leur donnant plus d'accès à des privilèges et à l'éducation, reléguant les Hutus dans plus de pauvreté. Avec les indépendances, cependant, le narratif va complètement changer. Voyant la bombe à retardement qu'ils ont mis en place, ils changent radicalement de position en appuyant désormais la majorité Hutu afin de renverser les Tutsis. Une guerre civile éclate en 1959 qui va voir l'exil de milliers de Tutsis dans les pays voisins.
tels que la RDC et l'Ouganda. Parmi ces réfugiés en Ouganda, bien sûr, se trouve Paul Kagame, l'actuel président rwandais, qui va mettre sur place une force armée radicale appelée le FPR, le Front patriotique rwandais. Fast forward, le Front patriotique rwandais, le FPR, a été fondé en 1987 par des réfugiés Tutsis rwandais, principalement en Ouganda. Ces réfugiés, dont beaucoup avaient fui le Rwanda lors des violences ethniques des années 1960, s'étaient intégrés dans la société ougandaise et avaient même joué un rôle très important dans la lutte de Yoweri Museveni, l'actuel président ougandais, pour prendre le pouvoir en Ouganda. Une fois que Museveni a été installé au pouvoir en 1986, le FPR a commencé à se structurer en tant que mouvement armé, avec l'objectif bien sûr de renverser le gouvernement Hutu du Rwanda, alors dirigé par le président Juvenal Habyarimana. Pendant ce temps, au Congo, règne en maître, bien sûr, Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, au pouvoir au Zaïre depuis 1965, entretenait des relations étroites avec le régime Habyarimana au Rwanda. Pour Mobutu, le Rwanda était un allié stratégique dans la région et il voyait de mauvais œil la montée en puissance du FPR qu'il percevait comme une menace pour la stabilité de la région. De plus, Mobutu craignait que le FPR soutenu par l'Ouganda de Museveni ne serve de base des mouvements rebelles pouvant un jour menacer son propre pouvoir. Il est largement documenté que Mobutu a fourni soutien logistique, militaire et politique au gouvernement rwandais de Habyarimana pour contrer bien sûr le FPR. Mobutu a permis au Rwanda d'utiliser le territoire zaïrois comme base arrière pour des opérations militaires contre le FPR. Des armes et des ressources transitaient par le Zaïre et ont été acheminées vers les forces rwandaises. Après que le FPR ait lancé une offensive majeure en 1990, des milliers de réfugiés Hutus rwandais ont fui vers le Zaïre. Mobutu les a accueillis, mais cette décision a également servi ses intérêts politiques en renforçant son alliance avec le régime Habyarimana. Fast forward, le 6 avril 1994, le président rwandais Habyarimana est assassiné avec son homologue burundais dans un attentat d'avion. S'ensuit des mois de terreur qui vont voir se produire le génocide rwandais de 1994. Mais le génocide rwandais ne s'est pas arrêté avec l'arrivée du Front patriotique rwandais de Paul Kagame au pouvoir. En effet, avec l'arrivée de Kagame au pouvoir, les milices Interamwe et le FNLR, opposés à Kagame bien sûr, et qui est le Front national de libération du Rwanda, se réfugient au Zaïre voisin, où ils sont accusés par le nouveau régime de Paul Kagame de lancer des attaques contre le nouveau régime, contre son régime. Ils sont accusés de se cacher parmi les réfugiés et d'être protégés par le régime de Mobutu Sese Seko à l'est du Congo. Cela va provoquer la colère de Paul Kagame. L'armée rwandaise, avec l'appui de l'armée ougandaise en conflit également avec le régime de Mobutu, envoie des renforts à l'est du Congo. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'y a pas que la sécurisation du Congo qui intéresse le régime de Kigali et celui de Museveni. En effet, ils veulent renverser le régime de Mobutu Sese Seko. Pour le faire, quoi de mieux que de choisir un opposant à Mobutu? Ils choisissent alors Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila est un révolutionnaire, un rebelle et finalement un président. C'est une figure à la fois admirée et controversée pour certains. Il est le libérateur qui a mis fin à la dictature de Mobutu Sese Seko. Pour d'autres, il reste un homme aux méthodes brutales, dont le règne a été marqué par des promesses non tenues et de nouveaux conflits. En 1996, il devient le visage de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, le AFDL, une coalition soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Avec leur appui militaire et logistique, Kabila mène une offensive fulgurante. C'est lors de son ascension vers Kinshasa, avec ses alliés
Ougandais et Rwandais que ceux-ci se rendent compte que l'Est du Congo regorge de ressources gigantesques qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Les objectifs tantôt fixés sur le renversement du régime de Mobutu commencent à changer. Le 17 mai 1997, Kabila entre triomphalement à Kinshasa et se déclare président de la République démocratique du Congo. Quand Kabila prend le pouvoir en 1997, avec l'aide du Rwanda et de l'Ouganda, il est rapidement confronté à une réalité inconfortable. Ses alliés ont leurs propres agendas. Kagame et Museveni, qui ont fourni des troupes, des armes et une logistique cruciale pour renverser Mobutu, attendent en retour une influence significative sur le nouveau régime. Des officiers rwandais et ougandais vont même occuper des postes clés dans l'armée et l'administration congolaise, ce qui irrite Kabila. Au-delà des tensions politiques, il y a les ressources. L'Est du Congo est riche en minerais, or, coltan, diamants, essentiels pour les économies modernes. Kagame et Museveni voient dans ces ressources une opportunité de financer leur propre pays, dévasté par des années de guerre. Kabila, de son côté, veut reprendre le contrôle de ces richesses pour reconstruire le Congo. Mais sa décision de renvoyer les troupes rwandaises et ougandaises menace cet arrangement lucratif, poussant Kagame et Museveni à soutenir des groupes rebelles tels que le M23 pour maintenir leur accès aux ressources. En juillet 1998, Kabila prend une décision radicale. Il ordonne le retrait des troupes, de toutes les troupes d'ailleurs, rwandaises et ougandaises du Congo. Pour Kagame et Museveni, c'est un affront total. Ils voient cette décision comme une tentative de Kabila de se libérer de leur influence et de consolider son pouvoir. Mais Kabila sous-estime la détermination de ses anciens alliés. Quelques semaines plus tard, en août 1998, une rébellion éclate dans l'est du Congo, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Dans sa détermination de chasser ses alliés, ses ex-alliés du Congo, il s'allie à l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Ces pays envoient des troupes pour soutenir leur allié Kabila, souvent en échange de concessions économiques. C'est le début de la deuxième guerre du Congo. Mais sur le plan intérieur, Kabila est critiqué pour son autoritarisme et son incapacité à unifier le pays. Son gouvernement est marqué par des purges politiques, une gestion, je dirais, opaque des ressources naturelles et un manque de progrès tangible pour la population. Le 16 janvier 2001, alors qu'il est dans son palais, Kabila est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Son garde du corps, Rachidi Kasareka, est désigné comme le tireur, mais les véritables commanditaires du meurtre restent inconnus à ce jour. Kabila est remplacé par son fils Joseph Désiré Kabila. Même après la mort de Kabila en 2001 et l'arrivée au pouvoir de son fils Joseph, les tensions entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda ont persisté, alimentant des conflits récurrents dans l'est du Congo. En 2003, un accord de paix est signé à Sun City en Afrique du Sud. Il prévoit un gouvernement de transition incluant les rebelles et des élections démocratiques. Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, devient président en 2006 après les premières élections libres du pays depuis des décennies. Mais la paix reste fragile. L'Est du Congo continue d'être le théâtre de violences sporadiques, alimentées par des troupes armées et des tensions ethniques. Cette vue d'ensemble des deux guerres du Congo nous permet de comprendre les incursions des groupes armés tels que le M23 et pourquoi le Rwanda se permet des incursions sporadiques avec le M23 dans cette région. La deuxième guerre du Congo a laissé des cicatrices profondes. Elle a exacerbé les divisions ethniques, affaibli l'État congolais et créé un climat d'impunité pour les crimes de guerre. Aujourd'hui, les minerais de l'Est du Congo continuent d'alimenter les conflits et la domination du Rwanda, pour qui cette manne de ressources ne peut pas échapper. Et comme si cela ne suffisait pas, la communauté internationale
incluant les États-Unis, couvrent leur poulet, le Rwanda, en leur permettant de continuer de piller et d'occuper l'Est du Congo dans l'impunité totale. Cette guerre met en exergue les intérêts du Rwanda dans la région, qui dépassent, des intérêts économiques pour devenir des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Le Rwanda a visiblement l'intention, aussi petit soit-il, de devenir un acteur majeur dans la région des Grands Lacs. Mais à quel prix? Au prix de la déstabilisation de toute la région? La question reste posée. Si vous avez éventuellement aimé cette vidéo, vous serez certainement intéressé par la vidéo qui s'affiche maintenant.